La pluie martelait les vitres des cafés parisiens avec une violence rare pour un mois d'octobre. Les rues étaient désertes, balayées par des rafales qui arrachaient les feuilles mortes des platanes centenaires. Dans le quartier du Marais, les pavés luisaient sous les réverbères, et les commerçants avaient fermé leurs boutiques plus tôt que d'habitude. La météo avait annoncé une tempête exceptionnelle, et personne ne voulait prendre de risques. Les sirènes des pompiers résonnaient au loin, rappelant que la ville entière se barricadait contre les éléments déchaînés. Mathilde Rousseau avait toujours aimé la pluie. À 28 ans, elle travaillait comme aide-soignante dans une maison de retraite du 15e arrondissement. Son salaire suffisait à peine pour payer le loyer de son studio près de la porte de Vanves, mais elle ne se plaignait jamais. Chaque matin, elle prenait le métro bondé, souriait aux personnes âgées dont elle s'occupait et rentrait épuisée le soir. Sa vie était simple, rythmée par les horaires des soins et les conversations avec les résidents. Elle avait appris à trouver de la beauté dans les petits moments, un sourire édenté, une main qui serrait la sienne avec reconnaissance, le parfum de lavande qui flottait dans les couloirs. Ce soir-là, Mathilde rentrait chez elle plus tard que prévu. Une collègue était tombée malade, et elle avait accepté de la remplacer sans hésiter. La tempête s'était levée pendant son service, et maintenant elle marchait tête baissée, son imperméable trempé collant à sa peau. Le vent hurlait entre les immeubles, emportant des poubelles et des branches cassées. Elle serrait son sac contre elle, pressant le pas vers la station de métro la plus proche. Ses cheveux bruns étaient plaqués sur son visage, et elle sentait l'eau froide s'infiltrer dans ses chaussures usées. C'est alors qu'elle l'aperçut, une silhouette recroquevillée sous l'auvent d'une pharmacie fermée, tremblante et minuscule dans la tempête. Mathilde s'arrêta net, le cœur serré. C'était une vieille dame, peut-être 80 ans, vêtue d'un manteau léger complètement trempé. Ses cheveux blancs étaient collés à son crâne, et elle grelottait violemment, les bras croisés sur sa poitrine. Ses lèvres étaient bleutées, et elle semblait à peine consciente de ce qui l'entourait. Mathilde reconnut immédiatement les signes d'une hypothermie naissante. Sans réfléchir, elle s'approcha en courant. La vieille dame leva vers elle des yeux vitreux, perdus dans un brouillard de confusion. Mathilde enleva immédiatement son imperméable et le drapa sur les épaules frêles de l'inconnu. Le froid la saisit instantanément, mordant sa peau à travers son pull fin, mais elle n'y prêta pas attention. Elle s'agenouilla devant la dame et prit doucement ses mains glacées entre les siennes, essayant de les réchauffer par friction. La peau était froide comme du marbre, ridée et parsemée de taches de vieillesse. Les articulations étaient enflées par l'arthrite. « Madame, vous m'entendez » demanda Mathilde d'une voix ferme mais douce. « Il faut vous mettre à l'abri. Vous ne pouvez pas rester ici. » La vieille dame hocha faiblement la tête, mais ses jambes refusaient de la porter. Mathilde passa un bras sous ses épaules et l'autre sous ses genoux, la soulevant avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Le corps était léger, presque décharné, comme celui d'un oiseau blessé. Elle sentait les os saillants sous le manteau trempé. L'odeur de la laine mouillée se mêlait à celle du parfum suranné que portait la dame. Le trajet jusqu'à son studio sembla interminable. Mathilde avançait péniblement contre le vent, portant la vieille dame qui murmurait des mots incompréhensibles. Ses bras tremblaient sous l'effort, et la pluie lui fouettait le visage sans relâche. Les rues étaient désertes, personne pour l'aider, personne pour témoigner de ce geste simple et humain. Elle grimpait les escaliers de son immeuble en haletant, comptant chaque marche comme une petite victoire. Au 4e étage, elle poussa la porte de son studio avec son épaule, déposant enfin son précieux fardeau sur le canapé défoncé qui trônait au milieu de la pièce. La chaleur de l'appartement enveloppa immédiatement les deux femmes. Mathilde alluma le radiateur électrique au maximum, puis courut chercher des serviettes propres dans sa minuscule salle de bain. Elle sécha délicatement les cheveux de la vieille dame, puis l'aida à retirer son manteau trempé. En dessous, elle portait une robe élégante mais usée, probablement achetée dans une autre vie, quand l'argent n'était pas un problème. Mathilde apporta sa robe de chambre la plus épaisse et habilla la dame avec des gestes professionnels, ceux qu'elle utilisait chaque jour à la maison de retraite. Inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des histoires qui réchauffent le cœur même pendant les tempêtes les plus violentes. Une fois la vieille dame installée confortablement, Mathilde prépara du thé chaud dans sa petite cuisine encombrée. L'odeur de la camomille se répandit dans la pièce, apaisante et réconfortante. Elle ajouta beaucoup de sucre, sachant que le corps avait besoin d'énergie pour se réchauffer. Pendant que l'eau bouillait, elle observait son invité inattendu. Maintenant que la couleur revenait lentement sur ses joues, Mathilde remarquait des détails qu'elle n'avait pas vus dans la rue. La dame avait des traits fins, aristocratiques,
et malgré son âge avancé, on devinait qu'elle avait été d'une beauté remarquable. Ses mains, bien que marquées par le temps, étaient soignées, les ongles bien coupés. À son doigt, une alliance en or simple brillait faiblement. « Comment vous appelez-vous » demanda doucement Mathilde en tendant la tasse fumante. La vieille dame la prit avec des mains encore tremblantes et but une gorgée avant de répondre. « Marguerite » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Marguerite Beaumont. Merci, mon enfant. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas venu. » Mathilde sourit et s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Ne pensez pas à ça maintenant. Reposez-vous. Demain matin, nous verrons comment vous ramener chez vous. Avez-vous de la famille ? Quelqu'un à prévenir. » Le visage de Marguerite se ferma légèrement, et une ombre passa dans ses yeux clairs. Elle secoua la tête, fixant sa tasse de thé comme si elle contenait tous les secrets du monde. Non, personne. Il n'y a plus personne. Mathilde sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cette solitude, l'avait vue tant de fois dans les regards des résidents de la maison de retraite. Cette impression d'avoir survécu à tout ce qu'on aimait, d'être devenu un fantôme dans un monde qui avait continué de tourner sans vous. Elle posa une main réconfortante sur celle de Marguerite. « Vous n'êtes pas seule ce soir. Reposez-vous. Nous parlerons demain. » La nuit passa lentement. Mathilde avait installé Marguerite dans son lit, prenant elle-même le canapé sans se plaindre. Elle écoutait la respiration régulière de la vieille dame, rassurée de l'entendre siffler doucement dans le silence de l'appartement. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais à l'intérieur, il faisait chaud et sûr. Mathilde pensait à tous ces gens seuls dans les rues, à tous ces invisibles que personne ne regardait jamais vraiment. Elle s'endormit finalement, épuisée par sa journée et par l'effort d'avoir porté Marguerite jusque chez elle. Le lendemain matin, le soleil perçait timidement à travers les nuages gris. La tempête était passée, laissant derrière elle des rues jonchées de débris et d'eau stagnante. Mathilde se réveilla avec un torticolis, mais le sourire aux lèvres. Elle prépara le petit déjeuner, du pain grillé avec de la confiture et du café fort. Marguerite émergea de la chambre, l'air reposé mais toujours fragile. Elle portait la robe de chambre de Mathilde, trop grande pour elle, et ses cheveux blancs étaient coiffés avec soin. Pendant qu'elles mangeaient ensemble, Marguerite raconta des bribes de son histoire, une vie riche autrefois, un mari décédé depuis longtemps, des enfants qui avaient quitté la France et ne donnaient plus de nouvelles. Mathilde écoutait attentivement, hochant la tête avec compassion. Elle reconnaissait dans les mots de Marguerite l'histoire de tant de personnes qu'elle côtoyait quotidiennement dans son travail. Ces vies autrefois pleines qui s'étaient progressivement vidées, non par manque d'amour, mais par les circonstances cruelles du temps et de la distance. Marguerite parlait lentement, cherchant parfois ses mots, les yeux perdus dans des souvenirs lointains. Elle évoquait une grande maison dans le 16e arrondissement, des réceptions élégantes, des voyages à l'étranger quand son mari dirigeait encore son entreprise. Puis la maladie, la mort, les économies qui fondaient, le déménagement dans un logement plus modeste. Après le petit déjeuner, Mathilde proposa d'accompagner Marguerite chez elle. La vieille dame avait donné une adresse dans le 17e arrondissement, pas très loin finalement. Elles prirent le métro ensemble, Marguerite agrippée au bras de Mathilde comme à une bouée de sauvetage. Dans le wagon bondé du matin, personne ne leur prêtait attention. Les passagers étaient absorbés par leur téléphone, leurs écouteurs dans les oreilles, enfermés dans leurs bulles individuelles. Mathilde soutenait fermement Marguerite, veillant à ce qu'elle ne perde pas l'équilibre aux secousses du train. L'odeur de parfum bon marché et de sueur matinale flottait dans l'air confiné du wagon. L'immeuble de Marguerite était un bâtiment ancien mais bien entretenu, avec une façade haussmannienne typique et des balcons en fer forgé. Elles montèrent au 3e étage par un escalier en colimaçon, dont la rampe en bois ciré brillait sous la lumière tamisée des fenêtres. Marguerite chercha longuement ses clés dans son sac, ses mains tremblantes rendant la tâche difficile. Mathilde attendit patiemment, remarquant les détails du palier, le tapis usé mais propre, les boîtes aux lettres en cuivre poli, l'odeur de cire et de vieux bois qui imprégnaient l'endroit. C'était le genre d'immeuble où vivaient des gens discrets, des retraités qui avaient connu des jours meilleurs. L'appartement de Marguerite était petit mais charmant, rempli de meubles anciens qui racontaient une autre époque. Un piano droit contre le mur du salon, des photos en noir et blanc dans des cadres argentés, des rideaux en dentelle aux fenêtres. Tout était impeccablement rangé, mais portait la marque du temps, les couleurs fanées, le cuir des fauteuils craquelés, les tapis élimés aux endroits de passage. Mathilde aida Marguerite à s'installer dans son fauteuil préféré, celui près de la fenêtre d'où elle pouvait observer la rue. Elle prépara du thé dans la cuisine minuscule,
notant le réfrigérateur presque vide et les placards peu garnis. La solitude de Marguerite n'était pas seulement affective, elle était aussi matérielle. Avant de partir, Mathilde écrivit son numéro de téléphone sur un bout de papier qu'elle laissa bien en évidence sur la table basse. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit », insista-t-elle. « N'importe quand, je viendrai. » Marguerite serra la main de Mathilde dans les siennes, les larmes aux yeux. « Vous êtes un ange, comment pourrais-je jamais vous remercier ?» Mathilde sourit et secoua la tête. « Vous n'avez pas à me remercier. Prenez soin de vous. »« D'accord. » Elle partit le cœur serré, se retournant une dernière fois pour voir Marguerite debout dans l'embrasure de la porte, si petite et fragile dans la lumière du couloir. La journée de Mathilde reprit son cours normal. Elle se rendit à la maison de retraite pour son service de l'après-midi, s'occupant avec son dévouement habituel des résidents. Elle changea des draps, distribua les médicaments, écouta les mêmes histoires racontées pour la 100e fois, avec la même patience bienveillante. Pendant sa pause, assise dans la salle du personnel devant un café tiède, elle pensa à Marguerite. Elle se demanda si la vieille dame mangeait correctement, si elle avait assez chaud, si la solitude ne la submergeait pas trop. C'était dans sa nature de s'inquiéter pour les autres, parfois au détriment de son propre bien-être. Les jours suivants s'écoulèrent dans la routine habituelle. Mathilde pensait souvent à Marguerite mais n'osait pas l'appeler, craignant de paraître intrusive. Elle se disait que la vieille dame avait sa vie, ses habitudes, et qu'elle ne voulait peut-être pas être dérangée. Puis, un matin, alors qu'elle s'apprêtait à partir travailler, son téléphone sonna. C'était Marguerite, la voix un peu hésitante mais chaleureuse. Elle demandait si Mathilde accepterait de venir prendre le thé avec elle un après-midi. Le cœur de Mathilde se gonfla de joie. « Bien sûr, avec plaisir. Je passerai demain après mon service. » Elles convinrent d'1 heure, et Mathilde raccrocha avec le sourire. Le lendemain, Mathilde arriva chez Marguerite avec un bouquet de fleurs modestes acheté chez le fleuriste du coin et une boîte de biscuits. La vieille dame l'accueillit avec un sourire radieux, visiblement heureuse d'avoir de la compagnie. Elle avait préparé du thé dans une théière en porcelaine fine et sorti des tasses assorties qui devaient dater de plusieurs décennies. Sur la table basse, des gâteaux secs étaient disposés sur un plateau avec soin. Elles s'installèrent confortablement, et cette fois, c'est Mathilde qui parla. Elle raconta sa vie, son travail, ses difficultés à joindre les deux bouts, ses rêves simples d'avoir un jour un appartement plus grand, peut-être un chat pour tenir compagnie. Marguerite écoutait avec une attention touchante, posant des questions, s'intéressant réellement à cette jeune femme qui l'avait sauvée de la tempête. Entre elles se tissait quelque chose de précieux, une amitié improbable qui transcendait les générations et les circonstances. Mathilde se surprit à rire de bon cœur aux anecdotes que racontait Marguerite sur sa jeunesse. Des histoires d'un Paris différent, plus lent, où les gens prenaient le temps de se parler dans la rue. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux en dentelle, créant des motifs dansants sur le parquet ciré. L'odeur du thé à la bergamote emplissait la pièce d'un parfum réconfortant. Les semaines passèrent, et ces visites devinrent une habitude. 2 fois par semaine, Mathilde venait voir Marguerite après son travail. Parfois, elle prenait le thé, d'autres fois, elles allaient se promener lentement dans le quartier. Marguerite s'appuyant sur le bras de Mathilde. Elle s'arrêtait devant les vitrines, commentait les changements du quartier, observait les gens passer. Mathilde aidait discrètement Marguerite avec ses courses, s'assurait que son réfrigérateur était rempli, que ses médicaments étaient bien pris. Elle ne le faisait pas par devoir, mais par affection sincère. Marguerite était devenue plus qu'une simple connaissance, elle était devenue la grand-mère que Mathilde n'avait jamais vraiment eue. Un après-midi pluvieux de novembre, alors qu'elle prenait le thé comme à leur habitude, Marguerite devint soudain sérieuse. Son regard se perdit dans sa tasse pendant un long moment avant qu'elle ne parle. « Mathilde, j'ai quelque chose à te dire. Tu as changé ma vie de façon dont tu n'as probablement pas conscience. Avant cette nuit de tempête, j'étais résignée. J'attendais juste que le temps passe, que la fin vienne. Mais tu m'as rappelé qu'il existe encore de la bonté dans ce monde, que je compte encore pour quelqu'un. » Mathilde sentit sa gorge se serrer. Elle prit la main de Marguerite dans la sienne, ne sachant que dire face à tant d'émotions. Si cette histoire vous touche profondément, cliquez sur Valleux de Mai pour qu'elle inspire d'autres personnes qui en ont besoin. Marguerite continua, la voix tremblante mais déterminée. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule non plus. Je sais que la vie est difficile pour toi, que tu te bats chaque jour pour survivre, mais tu mérites tellement plus. Tu mérites d'être reconnue pour ce que tu es. Quelqu'un d'extraordinaire qui fait une différence dans ce monde simplement par sa présence et sa gentillesse. Mathilde essuya discrètement une larme qui coulait sur sa joue.
Personne ne lui avait jamais dit de telles choses. Dans son travail, elle était invisible. Juste une aide-soignante parmi tant d'autres, sous-payée et sous-estimée. Les jours suivants, Mathilde remarqua un changement subtil chez Marguerite. La vieille dame semblait plus énergique, plus présente. Elle parlait de projets futurs, de choses qu'elle aimerait faire avant qu'il ne soit trop tard. Elle évoquait l'idée de retourner voir l'océan, elle qui n'avait pas quitté Paris depuis des années. Elle mentionnait des livres qu'elle voulait relire, des recettes qu'elle souhaitait préparer. Mathilde l'encourageait dans ses élans, heureuse de voir la vie revenir dans ses yeux clairs qui avaient semblé si éteints lors de leur première rencontre. C'était comme observer une fleur fanée retrouver lentement ses couleurs après une pluie bienfaisante. Un vendredi matin, Mathilde reçut un message de Marguerite lui demandant si elle pouvait passer dans l'après-midi, que c'était important. Le cœur de Mathilde se serra légèrement, inquiète. Elle répondit immédiatement qu'elle viendrait dès la fin de son service. Les heures à la maison de retraite lui parurent interminables. Elle accomplissait ses tâches machinalement, l'esprit ailleurs, imaginant tous les scénarios possibles. Peut-être Marguerite était-elle malade, peut-être avait-elle besoin d'aide pour quelque chose d'urgent. Elle se reprochait déjà de ne pas avoir été plus présente ces derniers jours, accaparée par des doubles services au travail. Lorsqu'elle arriva chez Marguerite, elle fut surprise de trouver la porte entr'ouverte. Elle entra prudemment, appelant doucement le nom de la vieille dame. Marguerite apparut depuis le salon, vêtue d'une robe élégante que Mathilde ne lui avait jamais vue porter. Ses cheveux blancs coiffés avec soin, un collier de perles autour du cou. Elle avait l'air d'une grande dame d'autrefois, digne et gracieuse, malgré son âge avancé. Son sourire était mystérieux, presque espiègle. « Entre, ma chère enfant. J'ai quelque chose à te montrer. » Mathilde la suivit dans le salon, intriguée par ce changement d'attitude. Sur la table basse étaient disposés plusieurs documents, des papiers officiels avec des cachets et des signatures. Marguerite s'assit dans son fauteuil et invita Mathilde à prendre place à côté d'elle. Puis elle commença à parler d'une voix calme, mais chargée d'émotion. « Tu te souviens que je t'ai dit n'avoir plus de famille ?» commença-t-elle. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. J'ai eu 2 fils. L'aîné est mort il y a 15 ans dans un accident de voiture. Le cadet vit au Canada depuis 30 ans et ne m'a pas donné signe de vie depuis la mort de son père. Pour lui, je suis déjà morte, je suppose. Mathilde écoutait en silence, sentant que Marguerite avait besoin de raconter cette histoire à son rythme. La vieille dame continua, fixant ses mains jointes sur ses genoux. Mon mari était un homme d'affaires prospère. Quand il est mort, il m'a laissé une fortune considérable. Mais l'argent ne remplace pas l'amour, tu comprends? J'ai vécu ces 15 dernières années dans cet appartement modeste par choix, pas par nécessité. J'ai donné une grande partie de mon héritage à des œuvres caritatives. Le reste est placé dans des investissements que gère un notaire de confiance. Mathilde restait immobile, ne sachant pas où cette conversation menait, mais sentant que quelque chose d'important était sur le point d'être révélé. Marguerite prit une longue inspiration avant de continuer. Depuis que tu es entrée dans ma vie, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai 84 ans, Mathilde. Je ne sais pas combien de temps il me reste, personne ne le sait. Mais je veux que ce temps compte. Je veux qu'il serve à quelque chose de bon. Elle tendit la main vers les documents sur la table et les poussa doucement vers Mathilde. J'ai contacté mon notaire la semaine dernière. Ces papiers établissent une fondation qui portera ton nom. Elle sera dotée d'une somme suffisante pour améliorer les conditions de travail des aides-soignants dans toute la région parisienne, pour offrir des formations, des bourses, des équipements. Mathilde sentit le sol se dérober sous elle. Elle fixait les documents sans vraiment les voir, son cerveau refusant de traiter l'information. « Marguerite, je ne peux pas accepter ça. C'est trop, c'est beaucoup trop. Vous ne me devez rien, je vous ai aidé parce que c'était normal, parce que n'importe qui aurait fait la même chose. » Marguerite secoua la tête avec un sourire triste. « Non, ma chère. Justement, n'importe qui ne l'aurait pas fait. Des dizaines de personnes sont passées devant moi cette nuit-là. Tu as été la seule à t'arrêter, la seule à voir une personne humaine et non un problème à éviter. Tu m'as rendu ma dignité, mon espoir. Laisse-moi te rendre quelque chose en retour. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Mathilde. Elle ne savait pas quoi dire, comment exprimer le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Marguerite prit ses mains dans les siennes, ses mains ridées et fragiles qui avaient connu tant d'années, tant d'histoires. « Ce n'est pas seulement pour toi, » expliqua-t-elle doucement. « C'est pour toutes celles et ceux qui font ton métier, qui se battent chaque jour pour offrir de la dignité aux personnes âgées, aux malades, aux vulnérables. Vous êtes les héros invisibles de notre société. Et il est temps que quelqu'un le reconnaisse. Tu seras la directrice de cette fondation si tu acceptes.
Tu décideras comment utiliser les fonds pour faire vraiment la différence. Mathilde resta silencieuse pendant un long moment, essayant d'absorber ce qui venait d'être dit. Elle pensait à toutes ses collègues épuisés, sous-payés, qui rentraient chez elle avec le dos brisé et le cœur lourd. Elle pensait aux résidents de la maison de retraite qui méritaient plus d'attention, plus de temps, plus de soins personnalisés. Elle pensait aux jeunes qui voulaient entrer dans ce métier, mais ne pouvaient pas se permettre les formations nécessaires. Et lentement, très lentement, elle comprit que ce cadeau n'était pas vraiment pour elle. C'était pour tous ceux qu'elle pourrait aider à travers cette fondation, pour toutes les vies qui pourraient être améliorées. Si cette histoire touche votre cœur, cliquez sur Vale de Mai pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui ont besoin d'espoir. Elle leva les yeux vers Marguerite et vit dans ce regard ancien toute la sagesse et la bonté que la vieille dame avait accumulée au fil des années. « D'accord, murmura-t-elle finalement. J'accepte, mais à une condition. Vous devez m'aider. Vous devez être à mes côtés pour guider ce projet. Votre expérience, votre sagesse, j'en ai besoin. Nous le ferons ensemble. » Le visage de Marguerite s'illumina d'un sourire radieux. Elle serra les mains de Mathilde avec une force surprenante pour son âge. « Ensemble, répéta-t-elle. Oui, ensemble. C'est exactement comme cela devrait être. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Marguerite présenta Mathilde à son notaire, un homme distingué d'une 60aine d'années qui gérait les affaires de la famille Beaumont depuis des décennies. Ils se réunirent dans son bureau du 8e arrondissement, un endroit feutré aux murs couverts de bibliothèques remplies de codes juridiques reliés en cuir. Le notaire expliqua en détail le fonctionnement de la fondation, les aspects légaux, les responsabilités. Mathilde écoutait attentivement, prenant des notes, posant des questions. Elle voulait tout comprendre, tout maîtriser, pour être digne de cette confiance que Marguerite lui accordait. Marguerite insista pour que la première action de la fondation soit d'améliorer les conditions à la maison de retraite où travaillait Mathilde. Elles rencontrèrent la directrice de l'établissement, une femme pragmatique qui cacha mal sa surprise face à cette proposition inattendue. La fondation offrirait de financer de nouveaux équipements, des formations supplémentaires pour le personnel et surtout, des augmentations de salaire significatives pour attirer et retenir les meilleurs soignants. La directrice accepta avec un mélange d'incrédulité et de gratitude, voyant là une opportunité inespérée d'améliorer vraiment son établissement. Mathilde continuait de travailler comme aide-soignante pendant cette période de transition. Elle ne voulait pas abandonner ses résidents du jour au lendemain, même si Marguerite lui assurait qu'elle n'avait plus besoin de ce salaire. C'était une question de principe pour elle, de ne pas oublier d'où elle venait, de rester connectée à la réalité du terrain. Ses collègues remarquaient un changement en elle, une nouvelle assurance, un éclat dans le regard. Quand la nouvelle de la fondation fut annoncée officiellement, ce fut une explosion de joie dans la maison de retraite. Personne ne pouvait croire que l'une des leurs avait rendu cela possible. 3 mois après cette révélation qui avait bouleversé sa vie, Mathilde se tenait dans un petit bureau que la fondation venait de louer dans le 11e arrondissement. L'espace n'était pas luxueux, mais il était lumineux et fonctionnel avec de grandes fenêtres donnant sur une cour intérieure paisible. Des cartons s'empilaient encore dans un coin, remplis de dossiers et de documents administratifs. Sur le mur, une plaque toute neuve portait l'inscription Fondation Marguerite Beaumont pour la dignité des soignants. Mathilde avait insisté pour que le nom rende hommage à celle qui avait rendu tout cela possible, mais Marguerite avait négocié pour que le logo inclût aussi une mention discrète au geste initial de Mathilde. Les premiers mois furent épuisants, mais exaltant. Mathilde devait tout apprendre, de la gestion administrative aux relations publiques en passant par la comptabilité. Marguerite était présente à chaque étape, partageant son expérience du monde des affaires acquise aux côtés de son défunt mari. Elle formait un duo improbable mais efficace, la jeune femme apportant sa connaissance du terrain et sa passion, la vieille dame offrant sa sagesse et ses contacts dans les milieux influents parisiens. Ensemble, elles élaborèrent un plan ambitieux pour transformer en profondeur les conditions de travail dans le secteur du soin aux personnes âgées. La première initiative concrète fut la création d'un programme de bourse pour les jeunes, souhaitant devenir aide-soignant. Mathilde se souvenait des sacrifices qu'elle avait dû faire pour payer sa formation, travaillant de nuit dans un restaurant tout en suivant ses cours le jour. Elle voulait épargner cela à d'autres. Le programme offrait non seulement de couvrir les frais de formation, mais aussi une allocation mensuelle permettant aux étudiants de se concentrer sur leurs études. En quelques semaines, les candidatures affluèrent, des dizaines de jeunes gens motivés qui voyaient enfin une possibilité d'accéder à ce métier qu'ils avaient choisi par vocation. Marguerite assistait à toutes les réunions importantes, assise dans un coin de la salle,
observant Mathilde diriger les discussions avec une fierté évidente dans le regard. Parfois, quand Mathilde hésitait sur une décision, elle cherchait du regard l'approbation de la vieille dame, et un simple hochement de tête suffisait à la rassurer. Leur relation avait évolué au-delà de l'amitié, devenant quelque chose de plus profond, presque filial. Mathilde avait pris l'habitude de passer ses dimanches chez Marguerite, préparant ensemble le déjeuner, discutant des projets de la fondation mais aussi de tout et de rien, de la vie, des souvenirs, des espoirs. Un après-midi de février, alors qu'elle travaillait dans le bureau de la fondation sur le budget du prochain trimestre, Marguerite posa soudain son stylo et regarda Mathilde avec intensité. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit », commença-t-elle d'une voix hésitante. À propos de cette nuit de tempête. Mathilde leva les yeux de ses documents, surprise par le ton grave de Marguerite. La vieille dame prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je n'étais pas dehors par hasard ce soir-là. J'étais sortie intentionnellement malgré les avertissements météo. Je voulais marcher sous la pluie, sentir le froid, peut-être attraper une pneumonie. Je voulais que ce soit fini, tu comprends ?» Le silence qui suivit fut lourd de sens. Mathilde sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Elle tendit la main pour prendre celle de Marguerite, qui tremblait légèrement. La vieille dame continua, les larmes aux yeux. « J'étais tellement seule, tellement fatiguée de cette vie vide. Chaque jour était identique au précédent, sans but, sans joie. Mon fils ne me contactait plus, mes amis étaient tous morts, ou dans des établissements médicalisés. Je me disais que personne ne remarquerait mon absence, que ce serait plus simple ainsi. Alors je suis sorti dans la tempête, espérant que la nature ferait ce que je n'avais pas le courage de faire moi-même. » Mathilde sentit les larmes couler sur ses joues. Elle quitta sa chaise pour venir s'agenouiller devant Marguerite, posant sa tête sur les genoux de la vieille dame comme une enfant cherchant du réconfort. Mais Marguerite caressa doucement ses cheveux et sourit à travers ses propres larmes. « Et puis tu es arrivé. Tu m'as vu alors que tant d'autres avaient détourné le regard. Tu m'as réchauffé, nourri, soigné. Tu m'as traité comme si j'avais de la valeur, comme si ma vie comptait encore. Cette nuit-là, tu ne m'as pas seulement sauvé de la tempête, Mathilde. Tu m'as sauvé de moi-même. Tu m'as donné une raison de continuer, un but pour mes dernières années. Si ce récit vous touche, cliquez sur Vale de Mai pour qu'il inspire ceux qui ont perdu espoir. » Elles restèrent ainsi pendant de longues minutes, enlacées dans ce petit bureau où s'écrivait maintenant une nouvelle histoire, celle de la dignité retrouvée et de l'espoir partagé. Autour d'elles, Paris continuait de vivre son rythme effréné, mais dans cet espace protégé, le temps semblait suspendu. Mathilde comprit alors pleinement la portée de son geste de cette nuit d'octobre. Elle n'avait pas simplement aidé une vieille dame en difficulté. Elle avait sauvé une vie et, ce faisant, avait transformé la sienne propre. C'était le mystère des actes de bonté. Ils revenaient toujours d'une façon ou d'une autre, multipliés, amplifiés. Les mois suivants virent la fondation prendre de l'ampleur. Des journalistes commencèrent à s'intéresser à cette initiative unique, à cette histoire touchante d'une aide-soignante et d'une vieille dame qui voulait changer le monde, un soignant à la fois. Des articles parurent dans la presse locale puis nationale. D'autres donateurs se manifestèrent, impressionnés par la vision et l'authenticité du projet. Des maisons de retraite de toute la région parisienne contactèrent la Fondation pour bénéficier de ces programmes. Mathilde travaillait sans relâche, animée par une énergie qu'elle ne se connaissait pas, portée par le sentiment d'accomplir enfin quelque chose de vraiment important. Marguerite, malgré son âge, participait activement à toutes les activités de la Fondation. Elle avait retrouvé une vitalité que personne ne lui connaissait plus. Ses yeux pétillaient à nouveau, son pas était plus assuré, sa voix plus forte. Elle racontait volontiers son histoire lors des événements de collecte de fonds, émouant les auditoires, avec sa sincérité désarmante. Les gens étaient touchés par cette femme qui avait frôlé le désespoir absolu et qui maintenant consacrait sa fortune et son temps à aider les autres. Elle était devenue, malgré elle, le visage de la Fondation, le symbole vivant de ce qu'un simple geste de bonté pouvait accomplir. Un soir de printemps, alors que les cerisiers du Luxembourg étaient en fleurs, Mathilde et Marguerite marchaient lentement dans le parc. Elles avaient pris l'habitude de ces promenades hebdomadaires, moments privilégiés où elles pouvaient échapper à l'agitation de la Fondation et simplement profiter de la compagnie l'une de l'autre. Marguerite s'appuyait sur le bras de Mathilde, admirant les pétales roses qui tombaient doucement comme une neige parfumée. « Tu sais ce qui est étrange », dit-elle pensivement. « J'ai l'impression d'avoir plus vécu ces 6 derniers mois que durant les 15 années précédentes. Chaque jour a un sens maintenant. Chaque réveil est une nouvelle opportunité de faire une différence.
Mathilde sourit, serrant affectueusement le bras de Marguerite. C'est parce que vous avez retrouvé un but. Nous en avons tous besoin, peu importe notre âge. Se sentir utile, sentir que notre présence compte, c'est ce qui donne de la saveur à la vie. Elles s'assirent sur un banc face au bassin, où des enfants faisaient naviguer de petits voiliers. Le soleil déclinant dorait la surface de l'eau, créant des reflets dansants. Autour d'elles, des couples se promenaient, des étudiants lisaient allongés sur l'herbe, des personnes âgées nourrissaient les pigeons. La vie dans toute sa diversité et sa beauté simple. Marguerite prit la main de Mathilde et la serra doucement. « Je veux que tu saches quelque chose d'important. Quoi qu'il arrive dans le futur, quoi qu'il m'arrive à moi, la fondation continuera. J'ai pris toutes les dispositions nécessaires avec le notaire. Il y a assez de fonds pour garantir son fonctionnement pendant au moins 50 ans. Ton salaire est assuré, ainsi que celui de toute l'équipe que tu constitueras. Tu pourras continuer cette œuvre longtemps après moi. C'est mon héritage, mon empreinte sur ce monde, et c'est grâce à toi qu'il existera. » Mathilde sentit à nouveau les larmes monter, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et de reconnaissance. L'automne revint, marquant presque un an depuis cette nuit de tempête qui avait tout changé. La fondation avait grandi au-delà de toutes les espérances initiales. Elle employait maintenant une petite équipe de 5 personnes, toutes passionnées par la mission d'améliorer les conditions des soignants. Le bureau avait été agrandi, occupant maintenant tout l'étage d'un immeuble rénové. Des étagères remplies de dossiers témoignaient de dizaines de projets en cours, des formations organisées, des bourses accordées, des équipements financés. Sur les murs, des photos montraient les visages souriants de ceux qui avaient bénéficié de l'aide de la Fondation, jeunes étudiants, aides-soignants expérimentés, résidents d'établissements améliorés. Mathilde avait quitté son poste à la maison de retraite pour se consacrer entièrement à la Fondation, mais elle y retournait régulièrement comme bénévole, refusant de perdre le contact avec la réalité du terrain. Elle voulait rester proche de ceux qu'elle servait, comprendre leurs besoins réels, pas simplement les imaginer depuis un bureau. Cette humilité et cette authenticité étaient devenues la marque de fabrique de la Fondation, ce qui la distinguait des autres organisations caritatives plus impersonnelles. Les gens sentaient que derrière chaque décision, il y avait une vraie compréhension des défis quotidiens du métier de soignant. Marguerite continuait de participer activement, bien que Mathilde remarqua avec inquiétude que la vieille dame se fatiguait plus facilement qu'avant. Ses pas étaient plus lents, sa respiration parfois courte après avoir monté les escaliers du bureau. Lors des réunions, elle s'assoupissait parfois, se réveillant en sursaut avec un sourire gêné. Mathilde suggéra plusieurs fois qu'elle devrait se reposer davantage, prendre soin d'elle, mais Marguerite refusait catégoriquement. « Je me reposerai bien assez tôt, disait-elle avec un clin d'œil. Pour l'instant, j'ai du travail. Nous avons du travail. » Cette détermination touchait profondément Mathilde, même si elle l'inquiétait aussi. Un mardi matin d'octobre, exactement 1 an après leur rencontre, Mathilde reçut un appel qui fit chavirer son cœur. C'était le voisin de Marguerite, un homme âgé qui vivait sur le même palier. Il l'avait trouvée effondrée dans son appartement et avait appelé les urgences. Elle avait été transportée à l'hôpital, inconsciente. Mathilde laissa tout en plan et se précipita à l'hôpital, le cœur battant à tout rompre, la peur lui serrant la gorge. Dans le taxi qui la menait aux urgences, elle priait silencieusement, promettant n'importe quoi à n'importe quel Dieu qui voudrait bien écouter pourvu que Marguerite s'en sorte. À l'hôpital, l'atmosphère était celle de tous les services d'urgence, bruyante, agitée, saturée d'anxiété et d'espoir mêlés. L'odeur caractéristique de désinfectant et de café réchauffé flottait dans les couloirs aux néons aveuglants. Mathilde courut jusqu'à l'accueil, donna le nom de Marguerite d'une voix tremblante. On la dirigea vers une salle d'attente où elle resta assise pendant ce qui lui parut une éternité, fixant l'horloge murale dont les aiguilles semblaient avancer avec une lenteur cruelle. Autour d'elle, d'autres familles attendaient aussi, chacune enfermée dans sa propre bulle d'inquiétude. Les minutes s'étiraient comme du caramel, visqueuses et interminables. Finalement, un médecin apparut, une femme d'une 40aine d'années aux traits tirés par de trop longues gardes. Elle chercha du regard et appela le nom de Marguerite Beaumont. Mathilde bondit de sa chaise, le cœur dans la gorge. Le médecin l'emmena dans un petit bureau et lui expliqua la situation avec une gentillesse professionnelle. Marguerite avait fait un accident vasculaire cérébral, un AVC. Elle était maintenant stable mais dans un état critique. Les prochaines heures seraient déterminantes. Mathilde pouvait la voir, mais seulement quelques minutes. Elle hocha la tête, incapable de parler, la gorge nouée par l'émotion.
La chambre d'hôpital était plongée dans une semi-obscurité, seulement éclairée par la lueur des moniteurs qui affichaient des graphiques incompréhensibles pour Mathilde. Marguerite était allongée dans le lit, si petite et fragile sous les draps blancs, entourée de tubes et de fils. Son visage était pâle, presque cireux, et sa respiration était assistée par un masque à oxygène. Mathilde s'approcha doucement, prenant délicatement la main de la vieille dame dans la sienne. La peau était froide, les veines saillantes sous la surface translucide. Elle se pencha et murmura à l'oreille de Marguerite, « Je suis là, je ne vous quitterai pas. Battez-vous, s'il vous plaît. Nous avons encore tant de choses à faire ensemble. » Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Mathilde passait tout son temps à l'hôpital, ne rentrant chez elle que pour se doucher et changer de vêtements avant de revenir. Elle avait installé une sorte de bureau de fortune dans la salle d'attente, gérant les affaires urgentes de la fondation entre 2 visites à Marguerite. Son équipe comprenait et prenait le relais autant que possible. Mais Mathilde avait besoin de rester active, de se sentir utile, pour ne pas sombrer dans l'angoisse. L'état de Marguerite restait stable mais fragile, comme suspendu entre 2 mondes, la vie et l'au-delà. Le 5e jour, alors que Mathilde était assise à son chevet, lisant à voix haute un article sur les nouveaux projets de la fondation, elle sentit une légère pression sur sa main. Elle leva les yeux et vit que ceux de Marguerite étaient entr'ouverts, fixés sur elle avec une intensité surprenante. « Marguerite, vous m'entendez » s'exclama Mathilde, le cœur bondissant d'espoir. La vieille dame cligna lentement des yeux, un mouvement délibéré qui signifiait oui. Ses lèvres bougèrent sous le masque à oxygène, essayant de former des mots. Mathilde appuya sur le bouton d'appel pour alerter les infirmières, puis se pencha plus près. « Ne parlez pas, reposez-vous. Vous allez vous remettre, j'en suis sûre. » Mais Marguerite secoua faiblement la tête. Avec un effort visible, elle leva sa main libre et écarta légèrement le masque. Sa voix était à peine un murmure rauque, mais Mathilde entendit chaque mot avec une clarté douloureuse. « Merci. Pour tout. Continue. Pour nous deux maintenant. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Mathilde. Elle voulait protester, dire que Marguerite serait bientôt sur pied, qu'elles continueraient ensemble comme prévu. Mais quelque chose dans le regard de la vieille dame lui fit comprendre que ce moment était un adieu. Marguerite savait, avec cette sagesse que seuls possèdent ceux qui ont vécu longtemps, que son voyage touchait à sa fin. L'équipe médicale arriva en trombe, écartant gentiment Mathilde pour examiner leur patiente. On lui demanda de sortir pendant qu'ils effectuaient des tests. Elle attendit dans le couloir, adossée au mur froid, les jambes tremblantes. Une infirmière qu'elle avait appris à connaître durant ses jours d'attente vint s'asseoir à côté d'elle. « C'est une femme extraordinaire », dit-elle doucement. « Elle a de la chance de vous avoir. » Mathilde secoua la tête. « C'est moi qui ai de la chance. Elle a changé ma vie de façon que je ne peux même pas complètement exprimer. » L'infirmière posa une main compatissante sur son épaule, avant de retourner à ses tâches. Marguerite survécut à cette crise, mais elle ne retrouva jamais complètement sa vitalité d'avant. Elle fut transférée dans une unité de soins de longue durée, ironiquement dans la maison de retraite, même où Mathilde avait travaillé. C'était un choix délibéré de Marguerite, qui voulait être entourée de gens que Mathilde connaissait et en qui elle avait confiance. Mathilde venait la voir chaque jour, lui racontant les progrès de la fondation, les nouvelles bourses accordées, les retours positifs des établissements qui avaient bénéficié de leur aide. Marguerite écoutait avec attention, hochant la tête, souriant parfois, mais parlant de moins en moins. Un après-midi de décembre, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Mathilde était assise près du lit de Marguerite, tenant sa main comme elle le faisait toujours. La vieille dame dormait paisiblement, sa respiration régulière mais superficielle. Soudain ses yeux s'ouvrirent, et elle regarda Mathilde avec une clarté qui n'avait pas été là depuis des semaines. « Ma belle enfant, » murmura-t-elle, « tu as été le plus beau cadeau de ma vie. Ne l'oublie jamais. Ce que tu fais compte. Tu comptes. Continue de voir les gens que les autres ne voient pas. C'est là que réside la vraie noblesse. » Mathilde serra sa main plus fort, les larmes coulant silencieusement. « Je vous le promets, » chuchota-t-elle. « Je n'oublierai jamais. » L'automne revint, marquant presque 1 an depuis cette nuit de tempête qui avait tout changé. La fondation avait grandi au-delà de toutes les espérances initiales. Elle employait maintenant une petite équipe de 5 personnes, toutes passionnées par la mission d'améliorer les conditions des soignants. Le bureau avait été agrandi, occupant maintenant tout l'étage d'un immeuble rénové. Des étagères remplies de dossiers témoignaient de dizaines de projets en cours, des formations organisées, des bourses accordées, des équipements financés. Sur les murs,
Des photos montraient les visages souriants de ceux qui avaient bénéficié de l'aide de la Fondation. Jeunes étudiants, aides-soignants expérimentés, résidents d'établissements améliorés. Mathilde avait quitté son poste à la maison de retraite pour se consacrer entièrement à la Fondation, mais elle y retournait régulièrement comme bénévole, refusant de perdre le contact avec la réalité du terrain. Elle voulait rester proche de ceux qu'elle servait, comprendre leurs besoins réels, pas simplement les imaginer depuis un bureau. Cette humilité et cette authenticité étaient devenues la marque de fabrique de la Fondation, ce qui la distinguait des autres organisations caritatives plus impersonnelles. Les gens sentaient que derrière chaque décision, il y avait une vraie compréhension des défis quotidiens du métier de soignant. Marguerite continuait de participer activement, bien que Mathilde remarquât avec inquiétude que la vieille dame se fatiguait plus facilement qu'avant. Ses pas étaient plus lents, sa respiration parfois courte après avoir monté les escaliers du bureau. Lors des réunions, elle s'assoupissait parfois, se réveillant en sursaut avec un sourire gêné. Mathilde suggéra plusieurs fois qu'elle devrait se reposer davantage, prendre soin d'elle, mais Marguerite refusait catégoriquement. « Je me reposerai bien assez tôt », disait-elle avec un clin d'œil. « Pour l'instant, j'ai du travail. Nous avons du travail. » Cette détermination touchait profondément Mathilde, même si elle l'inquiétait aussi. Un mardi matin d'octobre, exactement 1 an après leur rencontre, Mathilde reçut un appel qui fit chavirer son cœur. C'était le voisin de Marguerite, un homme âgé qui vivait sur le même palier. Il l'avait trouvée effondrée dans son appartement et avait appelé les urgences. Elle avait été transportée à l'hôpital, inconsciente. Mathilde laissa tout en plan et se précipita à l'hôpital, le cœur battant à tout rompre, la peur lui serrant la gorge. Dans le taxi qui la menait aux urgences, elle priait silencieusement, promettant n'importe quoi à n'importe quel Dieu qui voudrait bien écouter pourvu que Marguerite s'en sorte. À l'hôpital, l'atmosphère était celle de tous les services d'urgence, bruyante, agitée, saturée d'anxiété et d'espoir mêlés. L'odeur caractéristique de désinfectant et de café réchauffé flottait dans les couloirs aux néons aveuglants. Mathilde courut jusqu'à l'accueil, donna le nom de Marguerite d'une voix tremblante. On la dirigea vers une salle d'attente où elle resta assise pendant ce qui lui parut une éternité, fixant l'horloge murale dont les aiguilles semblaient avancer avec une lenteur cruelle. Autour d'elle, d'autres familles attendaient aussi, chacune enfermée dans sa propre bulle d'inquiétude. Les minutes s'étiraient comme du caramel, visqueuses et interminables. Finalement, un médecin apparut, une femme d'une 40aine d'années aux traits tirés par de trop longues gardes. Elle chercha du regard et appela le nom de Marguerite Beaumont. Mathilde bondit de sa chaise, le cœur dans la gorge. Le médecin l'emmena dans un petit bureau et lui expliqua la situation avec une gentillesse professionnelle. Marguerite avait fait un accident vasculaire cérébral, un AVC. Elle était maintenant stable mais dans un état critique. Les prochaines heures seraient déterminantes. Mathilde pouvait la voir, mais seulement quelques minutes. Elle hocha la tête, incapable de parler, la gorge nouée par l'émotion. La chambre d'hôpital était plongée dans une semi-obscurité, seulement éclairée par la lueur des moniteurs qui affichaient des graphiques incompréhensibles pour Mathilde. Marguerite était allongée dans le lit, si petite et fragile sous les draps blancs, entourée de tubes et de fils. Son visage était pâle, presque cireux, et sa respiration était assistée par un masque à oxygène. Mathilde s'approcha doucement, prenant délicatement la main de la vieille dame dans la sienne. La peau était froide, les veines saillantes sous la surface translucide. Elle se pencha et murmura à l'oreille de Marguerite, « Je suis là, je ne vous quitterai pas. Battez-vous, s'il vous plaît. Nous avons encore tant de choses à faire ensemble. » Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Mathilde passait tout son temps à l'hôpital, ne rentrant chez elle que pour se doucher et changer de vêtements avant de revenir. Elle avait installé une sorte de bureau de fortune dans la salle d'attente, gérant les affaires urgentes de la Fondation entre 2 visites à Marguerite. Son équipe comprenait et prenait le relais autant que possible. Mais Mathilde avait besoin de rester active, de se sentir utile, pour ne pas sombrer dans l'angoisse. L'état de Marguerite restait stable mais fragile, comme suspendu entre 2 mondes, la vie et l'au-delà. Le 5e jour, alors que Mathilde était assise à son chevet, lisant à voix haute un article sur les nouveaux projets de la Fondation, elle sentit une légère pression sur sa main. Elle leva les yeux et vit que ceux de Marguerite étaient entr'ouverts, fixés sur elle avec une intensité surprenante. « Marguerite, vous m'entendez » s'exclama Mathilde, le cœur bondissant d'espoir. La vieille dame cligna lentement des yeux, un mouvement délibéré qui signifiait oui. Ses lèvres bougèrent sous le masque à oxygène, essayant de former des mots.
Mathilde appuya sur le bouton d'appel pour alerter les infirmières, puis se pencha plus près. Ne parlez pas, reposez-vous. Vous allez vous remettre, j'en suis sûr. Mais Marguerite secoua faiblement la tête. Avec un effort visible, elle leva sa main libre et écarta légèrement le masque. Sa voix était à peine un murmure rauque, mais Mathilde entendit chaque mot avec une clarté douloureuse. Merci. Pour tout. Continue. Pour nous deux maintenant. Les larmes coulaient librement sur les joues de Mathilde. Elle voulait protester, dire que Marguerite serait bientôt sur pied, qu'elles continueraient ensemble comme prévu. Mais quelque chose dans le regard de la vieille dame lui fit comprendre que ce moment était un adieu. Marguerite savait, avec cette sagesse que seuls possèdent ceux qui ont vécu longtemps, que son voyage touchait à sa fin. L'équipe médicale arriva en trombe, écartant gentiment Mathilde pour examiner leur patiente. On lui demanda de sortir pendant qu'ils effectuèrent des tests. Elle attendit dans le couloir, adossée au mur froid, les jambes tremblantes. Une infirmière qu'elle avait appris à connaître durant ses jours d'attente vint s'asseoir à côté d'elle. « C'est une femme extraordinaire », dit-elle doucement. « Elle a de la chance de vous avoir. » Mathilde secoua la tête. « C'est moi qui ai de la chance. Elle a changé ma vie de façon que je ne peux même pas complètement exprimer. » L'infirmière posa une main compatissante sur son épaule avant de retourner à ses tâches. Marguerite survécut à cette crise, mais elle ne retrouva jamais complètement sa vitalité d'avant. Elle fut transférée dans une unité de soins de longue durée, ironiquement dans la maison de retraite même, où Mathilde avait travaillé. C'était un choix délibéré de Marguerite, qui voulait être entourée de gens que Mathilde connaissait et en qui elle avait confiance. Mathilde venait la voir chaque jour, lui racontant les progrès de la fondation, les nouvelles bourses accordées, les retours positifs des établissements qui avaient bénéficié de leur aide. Marguerite écoutait avec attention, hochant la tête, souriant parfois, mais parlant de moins en moins. Un après-midi de décembre, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Mathilde était assise près du lit de Marguerite, tenant sa main, comme elle le faisait toujours. La vieille dame dormait paisiblement, sa respiration régulière mais superficielle. Soudain, ses yeux s'ouvrirent, et elle regarda Mathilde avec une clarté qui n'avait pas été là depuis des semaines. « Ma belle enfant », murmura-t-elle, « tu as été le plus beau cadeau de ma vie. Ne l'oublie jamais. Ce que tu fais compte. Tu comptes. Continue de voir les gens que les autres ne voient pas. C'est là que réside la vraie noblesse. » Mathilde serra sa main plus fort, les larmes coulant silencieusement. « Je vous le promets, chuchota-t-elle. Je n'oublierai jamais.